Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes après présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra invitée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ainsi de suite écouter. Bonjour à vous trois. Mon nom c'est Sabrina Lapierre, je suis professionnelle senior en fiscalité chez Ernst & Young ici à Dieppe. Je suis une ancienne de l'Université de Moncton et aussi une ancienne des Jeux du commerce. Donc ça me fait plaisir d'être ici pour écouter votre présentation puis je vous souhaite bonne chance à la poursuite. Bonjour, Pauline Beautour, je suis chef d'équipe senior en fiscalité au bureau d'Ernst & Young ici à Dieppe. Ça fait que bonne chance avec votre présentation. Bonjour, mon nom c'est Pierre Leblanc, je suis chef d'équipe avec Boudreau Albert Savoie, un bureau local ici à Dieppe. Je suis aussi ancien à l'Université de Moncton. J'ai participé au jeu du commerce, ça fait que je sais c'est quoi que vous passez au travers. Ça fait que bonne présentation. Le système d'imposition canadien est un système d'imposition basé sur le principe d'autocotisation. C'est pourquoi chaque contribuable a le devoir de s'assurer que l'information qu'il fournit est exacte. Pour ce faire, et aussi pour alléger le fardeau fiscal tout en restant dans la légalité, il est pertinent de faire appel à des fiscalistes. C'est pourquoi la bricoleuse avait fait appel à nous aujourd'hui. Je vous présente donc mes collègues, Joël Trottier, Karianne Lacroix, ainsi que moi-même, Virginie Boutin. Et nous allons répondre aux questions que vous nous avez préalablement posées. La présentation va se dérouler comme suit. Donc, nous allons tout d'abord aborder la vente de votre entreprise, qui est la vente de Aqua Inc. Nous allons présenter deux options, soit la vente d'actions ainsi que la vente d'actifs. Nous allons aussi aborder le calcul de l'impôt à payer pour l'année 2016, comme vous nous l'aviez demandé, et aussi aborder quelques points divers vers la fin de la présentation. Je vais tout d'abord commencer par la vente de Aqua Inc. Donc, on a dans le fond, deux solutions possibles pour cette vente-là. L'acheteur voulait en fait pas acheter tous les actifs qui étaient présents dans l'entreprise. Donc, les deux solutions qu'on a à vous présenter aujourd'hui pour ça sont, dans le fond, la première étant de, dans le fond, garder les immobilisations pour partir une entreprise future. Donc, si vous aviez mentionné avoir envie de partir une entreprise après avoir vendu celle-ci, donc si vous vouliez garder ces immobilisations pour, dans le fond, les réutiliser dans la nouvelle entreprise, dépendamment de son domaine d'activité, la solution qu'on a à vous proposer, ce serait de faire un transfert de ces actifs-là, soit dans la compagnie de gestion que vous possédez déjà si vous n'êtes pas encore prêt à vendre à partir de notre entreprise, ou directement dans la nouvelle entreprise. Ce transfert-là se ferait bien évidemment en échange de quelque chose, soit un billet à payer là, en faveur de la compagnie Aqua. La deuxième solution qu'on a à vous proposer, c'est si vous désirez vendre complètement tous les actifs, si vous voulez, dans le fond, si vous n'en avez pas besoin dans votre nouvelle entreprise ou si vous ne savez pas encore trop où, quelle entreprise vous voulez partir. Pour ce faire, une solution qu'on a à vous proposer, ça serait de rouler les actifs dans une fiducie et ensuite que la fiducie vende ces actifs-là. À ce moment-là, le gain en capital pourrait être redistribué là, aux bénéficiaires et on pourrait, là, dans le fond, fractionner le revenu. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais continuer en vous parlant de la première option qui est la vente des actions de la compagnie. Donc, premièrement, ce qu'on voulait bien mettre au clair aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez vendre les actions, il va bien évidemment y avoir une acquisition de contrôle par l'entreprise Fishnet. Donc, pour vous, les impacts que ça va avoir, ça va être, dans le fond, qu'il va y avoir une fin d'année. Donc, il va falloir faire une déclaration d'impôt pour la période qui couvre du 31 juillet 2016 jusqu'au moment de la date d'acquisition qui est à venir dans le futur. Puis, dans le fond, pour l'acquéreur, lui, va pouvoir choisir une nouvelle date de fin d'année, donc ce sera laissé à sa discrétion, il ne sera pas obligé de poursuivre avec le 31 juillet comme vous avez choisi. Un autre point qui est important, c'est que lorsque vous allez faire votre déclaration fiscale, il faudra réaliser les pertes latentes dans le cas où la juste valeur marchande serait plus petite que le PPR. Donc, si on regarde maintenant plus précisément la vente des actions, donc la valeur des actions est de 2 739 500 $, qui est le montant du PPI, de vos bénéfices non répartis.
Ensuite de ça, il y avait certains actifs que votre acquéreur ne voulait pas que vous lui transmettiez. Donc, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, il faudra les sortir de la compagnie avant de lui vendre les actions. Donc, ces actifs-là avaient un total de 1 390 000 donc, on vient les réduire du montant de la valeur des actions. On enlève également le CDC. Dans le fond, on vous suggère de vous verser un dividende en capital. C'est un dividende qui est non imposable pour vous, donc ce sera un 10 000 que vous allez pouvoir sortir de la compagnie. Donc, c'est pour ça qu'on vient aussi le réduire. Donc, ça nous fait une valeur finale pour la vente des actions de 1 339 500 De ce montant-là, il faut enlever le PBR qui, ici, est assez minime, donc seulement 10 Vous avez donc un gain en capital total de 1 339 490 Sur ce montant-là, vous pouvez utiliser la DGC. C'est une déduction qu'on vous a prise. Je vais vous expliquer par la suite quels sont les critères de cette déduction-là et pourquoi vous y aviez droit. Donc, le montant total pour cette année était de 824 176 qu'on pouvait déduire de ce montant-là. Donc, le gain en capital révisé de 515 314 Puis, comme un gain en capital, c'est imposable seulement 50 ça vous fait un montant de 257 657 de gain en capital. Puis le montant d'impôt qui sera payé sur ce gain en capital-là sera de 136 558 Donc maintenant, si on regarde pour les critères de la déduction pour gain en capital qu'on vous a appliqué, cette déduction-là se base sur 3 critères qu'il faut respecter. Donc le premier, c'est le critère de l'actif. Donc, 50% de la valeur des actifs doit être utilisée dans l'entreprise, ce qui n'était pas un problème à votre niveau. Le deuxième critère, c'est que vous deviez avoir détenu les actions depuis plus de 24 mois. Encore une fois, ce critère-là était rempli de votre part. Puis le dernier critère, qui est souvent celui qui va causer plus de problèmes au niveau de cette déduction-là, c'est que la société doit être une société exploitant une petite entreprise. Donc, ça ressemble un petit peu au premier critère, mais dans ce cas-ci, c'est qu'il faut que 90% de la juste valeur marchande des actifs soit utilisée dans l'exploitation active de l'entreprise, et ce, au moment de la vente. Puis, il faut être une société privée sous contrôle canadien, donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. On va juste vous démontrer, dans le fond, le calcul pour le 90% qui était respecté ici dans ce cas-ci. Donc, dans le fond, pour la façon dont le calcul se fait, c'est que vous avez des actifs qui sont admissibles et des actifs qui sont non admissibles. Dans ce cas-ci, le seul élément qui était non admissible, c'est les frais payés d'avance. On a également fait le calcul sur le montant des immobilisations une fois qu'on avait sorti les immobilisations non désirées par votre acquéreur. Donc, au moment de la vente, elles ne sont plus dans l'entreprise. Ce qu'on arrivait dans le fond avec un 99%, c'était bien respecté de votre part. Je vais juste vous expliquer sur la prochaine diapositive le montant des immobilisations restantes. On n'avait pas nécessairement la juste valeur pour ces immobilisations-là. Donc, on est allé avec un petit prorata de notre compréhension. Ce qui vous restait comme immobilisation, ce serait soit des équipements ou des véhicules. Les deux étaient dépréciés, donc c'est pour ça qu'on arrive à des immobilisations d'environ 47 270 mais ce montant-là serait revérifié avec vous là, pour être sûr qu'on respecte bel et bien le critère. Mais comme on était à 99% en ce moment, on ne pense pas qu'il y aurait de problème à ce niveau-là. Une deuxième alternative qui s'offre à vous, ça serait de vendre vos actifs, soit les disposer à la juste valeur marchande. Si on regarde vos actifs, vous avez présentement un encaisse de 200 000 l'encaisse reste le même, donc 200 000 Les comptes clients peuvent faire un choix de l'article 22. Cet article-là va falloir être approuvé par l'acheteur et par vous. Cet article-là va permettre de garder la nature de vos biens et de disposer au PBR sur un montant de 1 228 000 Vous avez également des stocks de 1 448 000 des frais payés d'avance de 8 000 Vous avez des immobilisations et un écart d'acquisition que vous avez mentionné dans le cas pour un montant de 2 390 000 Toutefois, vous avez certains actifs que l'acheteur ne voulait pas acheter. Ces actifs-là, si on prend la juste valeur de ces actifs, ça donne un montant de 1 390 000 Ce qui vous fait un prix de vente que vous avez demandé à l'acheteur de 3 884 000 Ensuite, pour savoir le montant qui va vous rester à vous, on doit enlever les passifs. Les passifs court terme et long terme donnent un montant de 1 480 000 ce qui vous restait un montant disponible avant impôt corporatif de 2 404 000 Ensuite, on doit enlever un impôt corporatif dans la société Aqua. Le premier impôt, c'est sur le revenu d'entreprise exploité activement, donc le REEE. Sur vos immobilisations, vous allez le voir, il se peut que vous allez avoir une récupération d'amortissement.
Donc, vous allez avoir une récupération d'amortissement si la FNAC moins le PB, dans le fond, si la juste valeur marchande est supérieure à la FNAC, vous allez avoir une récupération d'amortissement qui devra être marquée en 3A. Ensuite, on doit, excusez, pas marqué. Pour l'achalandage, donc l'écart d'acquisition, vous allez devoir également le rentrer dans le revenu exploité activement. Pour le gain en capital, nous ne croyons pas pour l'instant que vous allez en avoir, puisque, tel que mentionné précédemment, vos actifs ont déprécié puisque c'est des voitures et des équipements. Cette perte-là en capital ne va pas être valide, donc il n'y aura aucun gain en capital ni aucune perte en capital. Si vous décidez de verser des dividendes suite à la vente de vos actifs, vous allez pouvoir utiliser l'IMRTD que vous avez présentement, d'un montant de 62 000 $. Donc, je vais continuer par ma part avec l'imposition d'Aqua Inc. pour l'année qui s'est terminée le 31 juillet 2016. Donc, c'était une question que vous aviez posée. Puis, je vais vous expliquer, dans le fond, les étapes du calcul qu'on a fait. Pour calculer, dans le fond, l'impôt à payer, il faut tout d'abord partir du bénéfice net de l'entreprise qui est fourni dans les états financiers. Par la suite, il faut, dans le fond, le concilier et, dans le fond, créer un bénéfice net fiscal. Puis, par la suite, on va calculer le revenu imposable et à l'aide de ce montant-là, on va calculer l'impôt à payer. Je vais tout d'abord mentionner les points importants, dans le fond, qu'on va soulever dans la conciliation, puis après, je vais vous présenter là, le résumé de la conciliation. Donc, tout d'abord, pour ce qui était du compte de publicité et marketing, c'était surtout des dons. En fait, les dons ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu net fiscal. Donc, c'est pour ça qu'on est venu l'ajouter dans ce calcul-là. Par contre, il est possible de venir le déduire à la suite du revenu net fiscal avant le revenu imposable. Par contre, pour déduire ces dons-là, il faut que ce soit des organismes qui sont enregistrés auprès de l'ARC. Puis aussi, il faut bien évidemment avoir les reçus, mais c'était votre cas ici. Donc, comme mentionné, le deuxième don de 5 000 $ était un don qui est non déductible, autant dans le revenu net fiscal que dans le revenu imposable, puisque ce n'était pas un organisme qui était enregistré auprès de l'ARC. Pour ce qui est du compte des assurances, à ce moment-là, la prime d'assurance vie qui est payée, elle est déductible, puisqu'elle était, dans le fond, elle a été contractée afin de garantir un prêt. Dans le fond, c'est la banque qui a demandé cette assurance-là, donc ça fait en sorte qu'on peut la déduire même dans le calcul du revenu net fiscal. Par la suite, pour ce qui est des repas et des congrès, à ce moment-là, les repas sont déductibles seulement à 50%. Donc, on est venu ajouter 50% des repas dans la conciliation. Pour ce qui est des congrès, par la suite, dans les congrès, c'était mentionné que c'était excluant les repas. Donc, on n'est pas venu ajouter là, un 50 $ par jour pour les repas. Par contre, on est venu ajouter le 4 000 $ qui avait été dépensé pour Gaston, qui n'était pas un employé d'entreprise, qui avait pris part au congrès. À ce moment-là, il y aurait une solution. Si Gaston remboursait, dans le fond, le prix du congrès, on pourrait, dans le fond, le prendre en dépense, mais ajouter aussi le remboursement au revenu. Par la suite, pour ce qui est des déductions qu'on peut prendre dans le calcul du revenu net fiscal, on a la déduction pour amortissement qui est la plus importante. Donc, on avait trois immobilisations qui peuvent être amorties dans votre cas, pardon. Donc, d'abord, il y avait le bâtiment qu'on va amortir à 4 % puisqu'il s'agit d'un bâtiment de la catégorie 1, ce qui nous fait une déduction pour amortissement de 31 440 $. Par la suite, on avait l'équipement qui, dans le fond, qui lui se classe dans la catégorie 8, qui s'amortit à 20 %, ce qui fait une déduction pour amortissement possible de 12 480 $. Pour finir, on avait les véhicules qui sont une catégorie 10 ou 10.1. On n'avait pas assez d'informations pour le déterminer, mais peu importe, dans le fond, ça s'amortit au même taux, donc c'est à 30 %. Donc, ça fait une déduction pour amortissement pour le véhicule de 69 000 $. Pour ce qui est de la déduction pour amortissement, c'est important de comprendre que ce n'est pas une obligation. Donc, on n'est pas obligé de prendre les pleins montants. On peut aller chercher seulement une partie du montant ou pas du tout si on veut, si on n'en a pas besoin ou si on ne croit pas que c'est nécessaire. Donc, pour ce qui est du calcul du revenu net, donc on part du bénéfice net que vous nous avez fourni dans vos états financiers. Donc, un montant de 319 600 $. On vient ajouter les éléments que je vous ai mentionnés plus tôt et certains autres, donc l'impôt qu'on avait enlevé du bénéfice net, donc on vient l'ajouter puisqu'on ne peut pas le prendre en déduction. On vient aussi ajouter là, les dons dans le fond du compte de publicité et marketing que je vous ai mentionné tantôt.
Aussi, on vient ajouter les créances douteuses. On n'avait pas d'informations sur la manière dont c'était calculé. Donc, on est venu l'ajouter. Donc, c'est sûr qu'il faudrait revoir à ce niveau-là de la manière dont c'était calculé. Puisque s'il s'agit seulement d'un pourcentage des comptes clients, on peut pas le déduire dans le calcul du revenu net fiscal. C'est sûr qu'à ce moment-là, si c'est pas le cas, on va pouvoir venir prendre une déduction, dans le fond, une provision fiscale pour créances douteuses. Par la suite, pour ce qui est des frais de dévoyage et repas, c'est les frais dont je vous ai mentionnés plus tôt, donc 43 500 par la suite, c'est le congrès de M. Gaston là, qui n'était pas admissible. Puis on est venu aussi là, ajouter l'amortissement comptable puisqu'on vient prendre une DPA qui est un amortissement fiscal. Pour les éléments qui sont à déduire, donc d'abord on a la DPA pour le bâtiment, donc d'un montant de 31 440 $, comme je l'ai mentionné. On a ensuite la DPA pour, pardon, c'était le bâtiment. Maintenant on a la DPA pour l'équipement, donc d'un montant de 14 480 $. Et finalement la DPA pour les véhicules de 69 000 $. On n'avait pas d'autres informations concernant des éléments qu'on pouvait déduire. Mais ça, c'est sûr que si on pouvait obtenir plus d'informations et regarder plus en profondeur dans votre documentation, on pourrait là, voir s'il y a d'autres éléments qu'on peut déduire, venir réduire là, notre revenu net fiscal et ainsi notre revenu imposable. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on va venir déduire le don qu'on a fait à la SLA. À ce moment, vu que c'est un organisme qui est enregistré à l'ARC et qu'on a un reçu, c'est possible de venir le déduire et dans le fond de réduire notre revenu imposable à un montant de 484 204 $. Avec ce montant-là, on va calculer l'impôt à payer. Dans le fond, c'est à l'aide de ce montant-là qu'on va calculer l'impôt à payer. Donc, parler d'autres points, dont la fiducie. Donc, nous avons marqué que vous avez versé un dividende de Aqua à la fiducie d'un montant de 86 000 $. On vous suggère de ne pas laisser l'argent dans la fiducie, puisqu'il y a un taux d'imposition important dans une fiducie qui est de 53 % si on combine le provincial et le fédéral. Donc, il serait plus avantageux pour vous de verser l'argent aux bénéficiaires. On vous suggère de le verser à vous, Madame la bricoleuse, puisque vous avez un salaire seulement de 20 000 $. Si vous prenez le dividende au complet, ça sera toujours plus avantageux pour vous que le laisser dans la fiducie. Une autre alternative pour vous, ce serait de le verser dans la GESCO, donc Outils Plus, afin de pouvoir purifier la fiducie et de ne pas payer d'impôt dans la fiducie cette année, et payer seulement un impôt corporatif qui est moindre. Vous allez aussi mentionner que l'étude de vos enfants est importante pour vous. Une suggestion qu'on vous propose, ça serait de prendre un régime enregistré d'épargne-études, un REEE. Vous pouvez prendre une cotisation de maximum de 50 000 $. Et il n'y a pas de cotisation annuelle maximum, donc vous pouvez prendre tout le montant si vous voulez. Par contre, le gouvernement vous donne des subventions et il y a des limites à ça. Il y a une limite de 30 % provinciale et fédérale pour les cotisations ou un maximum de 500 $. C'est pour les enfants qui sont mineurs, donc vos 3 enfants sont admissibles. Puis, les impacts fiscaux de ça, lorsque vous allez retirer le montant, le capital ne sera pas imposable. Et les intérêts pour les enfants, c'est eux qui vont les enfants qui vont être imposés sur les intérêts et les subventions. Donc, pour conclure, on vous suggère de rouler les actifs avant de faire l'acquisition de contrôle, afin de pouvoir juste vendre les actifs que la personne voulait avoir. On vous suggère de faire le roulement en faveur de la fiducie. Pour le prix de vente, si vous décidez de vendre vos actions, le montant des actions, ce serait 1 339 000 $. Il va y avoir une imposition à payer de 136 000 $. Par contre, vous allez pouvoir utiliser la DGC. C'est rare qu'on peut utiliser la DGC puisqu'il y a des critères quand même qu'on ne peut pas rencontrer souvent. Donc, on vous suggère de prendre la vente des actifs pour pouvoir l'utiliser. Toutefois, si vous voulez vendre les actifs, ce serait plus avantageux pour vous, là, dépendamment lorsqu'on va avoir calculé l'impôt. Le montant disponible avant l'impôt corporatif, c'est 2 404 000 $. Pour le dividende, comme mentionné précédemment, on vous suggère de le verser aux bénéficiaires, soit à vous, Madame la bricoleuse. Puis, on vous suggère aussi de cotiser là, dès maintenant pour le REEE. Nous sommes maintenant prêtes à répondre à vos questions. Vous avez mentionné que le dividende qui est payé à la fiducie serait mieux d'être payé à Madame la bricoleuse ou possiblement son mari. Est-ce qu'il y aurait potentiel de payer les enfants, ce dividende-là?
En fait, non, parce que comme les enfants sont mineurs, il y a des règles d'attribution qui s'appliquent. Donc, oui, on pourrait payer les enfants, mais en fait, à ce moment-là, il y a une kiddie tax qu'on appelle qui va s'appliquer. Donc, les enfants doivent payer cette taxe-là s'ils sont dans l'impossibilité de la payer. Ça va être les parents qui doivent payer, donc c'est pas nécessairement avantageux là, à l'âge qu'ils ont. Dans vos calculs de la vente des actions, on peut voir que vous avez attribué 2,7 millions en valeur, puis le produit de disposition est 1,3. Vous m'avez dit que je serais capable de prendre l'exemption pour gain en capital. Ça, c'est bon. Est-ce que vous avez fait la différence entre la vente des actions ordinaires et celles privilégiées? Parce que là, je sais qu'il y a aussi qu'à travers la fiducie, ce sont des actions ordinaires. En fait, ma question, ce serait, vous m'avez dit que je bénéficierais d'une exemption. Est-ce que je suis capable d'aller chercher l'exemption pour gain en capital des bénéficiaires de la fiducie, ou si on va seulement se servir d'une exemption pour gain en capital dans celle que vous m'avez proposée? En fait, dans ce cas-ci, comme les actions privilégiées, dans le fond, il faut attribuer la valeur aux actions privilégiées en premier, puis les actions privilégiées sont détenues directement par Madame la bricoleuse. On va pouvoir seulement utiliser l'exemption pour gain en capital de Madame. C'est sûr que là, c'est avec le montant qu'on a. Si on avait plus, dans le fond, de prix de vente, si on pouvait réévaluer, en fait, à ce moment-là, il y aurait peut-être, dans le fond, une valeur d'entreprise qui pourrait être attribuée aux actions ordinaires et à ce moment-là, le fractionner le revenu, puis utiliser la déduction pour gain en capital des autres bénéficiaires de la fiducie. Mais pour l'instant, c'est seulement la déduction pour Madame. Donc, mon problème, c'est vraiment au niveau de ma valeur des actions qu'il faudrait réviser. OK. Fait. Avez-vous arrivé à une conclusion quelle serait la meilleure méthode, si ce serait mieux vendre les actifs ou vendre les actions qui seraient la meilleure pour que moi, il me restait plus d'encaisse dans les poches? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas réussi à calculer le montant d'impôt à payer pour les actifs parce qu'il manquait beaucoup d'informations. Okay. Par contre, quand on vend les actions, on se dégage de toute responsabilité. Puis, donc, ça fait en sorte qu'une fois que c'est vendu, on peut en fait l'oublier. Puis on peut aussi se servir de la DGC là, qui est en fond, ça nous permet d'alléger les fardeaux fiscales. Donc, pour l'instant, la conclusion à laquelle on arrive, c'est la vente d'actions. Mais ce serait à réévaluer. OK.